Il y a des secrets qu'il faudrait probablement laisser dans le placard dans lequel on les a rangés et ne jamais les ressortir, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, car la F1 aurait pu avoir un visage bien différent à la fin des années 2000. Le championnat du monde 2008, parsemé d'un Crashgate encore inavoué et sur un fond de fin de procès du Spygate, aurait pu avoir des voitures tout autres, ni jolies, ni moches, mais probablement très bizarres. Aujourd'hui, on part littéralement dans le F1 verse, dans une dimension bizarre dans laquelle l'aileron arrière aurait simplement été coupé en deux. Et pour cela, j'ai dû faire quelques recherches de manière anonyme, en masquant mon adresse IP, en chiffrant mes données, en passant par un tunnel VPN sécurisé grâce à CyberGhost VPN. L'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot, parce que personne à la FIA ne veut parler de cette idée. Non, en vrai, je déconne, je déconne. Vous avez cru que j'avais joué les espions et tout? Non. Pas envie. Non, alors CyberGhost VPN, effectivement, ça vous permet d'être anonyme sur Internet, de naviguer en toute sécurité, mais ça vous permet aussi de débloquer tout le contenu de plus de 35 plateformes de streaming. Ah bah oui, pendant l'écriture de la vidéo, je m'en suis un petit peu servi, je vais être honnête, pour faire une petite pause, voilà. Et pour vous, vous pouvez l'utiliser pour regarder les Grands Prix gratuitement sur la télé belge, si vous le souhaitez, en vous géolocalisant en Belgique par exemple, ou alors dans 91 autres pays dans le monde si vous voulez regarder d'autres contenus. Bref, je ne vous le présente plus, mais encore une fois, avec un abonnement, vous pouvez l'installer sur 7 appareils différents et avec le lien en description, vous avez CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois offerts, soit un prix de 2,03 € par mois. Bref, merci CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Les années 2000 sont littéralement des purges en termes de spectacle en piste. Des dépassements ou des batailles, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. À l'époque, le son des V10 à la télé me suffisait amplement du haut de mes 12 ans, mais quand même. Monaco 2003 ou Indianapolis 2005, c'est 0 dépassement en piste pendant tout le Grand Prix. Bon, ok, Indianapolis 2005, ça compte pas vraiment, il y a eu d'autres Grands Prix aussi où il y a eu 0 dépassement en piste, bref. Mais si on en vient à la saison 2005, c'est l'une des pires en ce qui concerne le nombre de dépassements. En moyenne, 12,9 dépassements par course, soit 246 dépassements en tout sur la piste pendant la saison. Par comparaison, en 2022, on a compté presque 1000 dépassements sur toute la saison. Alors oui, il y a le DRS et c'est clairement une variable à prendre en compte. D'ailleurs, on n'a jamais fait mieux qu'en 2011, 2012 et 2013, pour le nombre de dépassements où l'on était allègrement au-dessus des 1000. Mais vous me voyez venir si vous me connaissez un petit peu. Oh bah oui, c'est pas le nombre de dépassements qui compte, c'est surtout leur qualité. Prenez Imola 2005 qu'on a revécu il y a pas si longtemps que ça. J'ai compté moins de 10 dépassements je crois sur la course, ça n'empêche que le suspense était à son comble jusqu'au bout. Le dépassement est un changement de position, un changement d'état. Mais le plus intéressant, c'est de savoir comment et pourquoi ça change. Mais bon, soyons honnêtes, 2 minutes, se taper 15 week-ends avec moins de 13 dépassements par course, où tout se joue dans les stands, honnêtement, ça le fait pas, quoi. C'est nul! Bref, ce n'est pas forcément à cause de la saison 2005 que la FIA s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, mais plutôt parce que les années précédentes généraient peu de spectacles en piste. On n'a pas dépassé les 400 dépassements dans la saison depuis 1993. La FIA veut donc résoudre ce problème, tenter de trouver des solutions, et cela passe par créer un règlement technique qui permettrait aux voitures de mieux se suivre les unes les autres pour créer plus d'opportunités de dépassement. Ça vous rappelle pas vite fait quelque chose, ça ? La FIA planche sur une douzaine d'idées qu'on ne connaît malheureusement pas toutes, faudra que je mène ma petite enquête de ce côté-là, dont une qu'elle va présenter aux écuries de Formule 1 au Grand Prix de Chine 2005, en secret. Tout est secret. Alors oui, en secret parce que le but est de prendre la température et les retours des directeurs techniques pour savoir si l'idée elle est bonne ou pas. Cette idée qu'il fallait transformer en règlement technique devait voir le jour pour la saison 2008 de Formule 1 à l'origine. Je vous présente donc l'LCDG pour Centerline Downwash Generating. Alors pour traduire ça en français à peu près correct, c'est l'aile génératrice de déflexion centrale, ou alors on va appeler ça tout simplement un double aileron arrière, où il n'y a rien au milieu. Bon, chacun aura son avis, on peut trouver ça joli ou moche, mais je pense qu'on peut tous se dire la même chose, c'est que c'est un design particulièrement étrange, comme si on avait changé de dimension et où les lois de la physique ne seraient pas exactement les mêmes.
Juste visuellement, c'est vraiment chelou. Alors à l'époque, quand Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux d'ailleurs, les fans ont plutôt soutenu ce design, du moins l'idée d'avoir des F1 qui pouvaient plus facilement se dépasser. Selon Crash.net, à 65% ils étaient pour, 21% trouvaient que la solution rendait la voiture complètement bizarre et moche, et 14% voulaient une nouvelle voiture plus moderne, peu importe ce que cela pouvait changer dans la hiérarchie. Alors ça se passe comment? Le but est de faire redescendre l'air sur la partie centrale de la voiture pour que la voiture suivante ait un air peu turbulent et puisse suivre dans les virages. Et pour générer de l'appui, on colle 2 petits ailerons à l'arrière, un petit peu au-dessus des 2 roues arrière. Ayant certes 2 ailerons arrière, on pourrait penser que cela va moins perturber le sillage de la voiture. Évidemment, la réalité est bien plus complexe. Je pense que vous vous en doutez, si on n'a pas vu ce design sur les Grands Prix, c'est qu'il y a une bonne raison, et non, ce design ne fonctionne tout simplement pas. Il faut savoir que l'aile CDG a seulement été testée en CFD, c'est-à-dire en soufflerie numérique, juste avec un ordi. Mais elle a quand même eu droit à un passage en soufflerie avec l'aérodynamicien Jean-Claude Migeot, il est français, et les résultats étaient pas assez bons. Alors on va pas trop rentrer dans les détails, mais sur le forum f1technical.net, il y a des internautes qui ont créé un modèle similaire pour l'étudier justement en CFD, donc sur ordinateur avec la dynamique des fluides, etc. Du coup, ça donne quelques petits points intéressants sur lesquels on peut se pencher. Alors oui, on a bien la partie centrale de la voiture qui laisse filer l'air pour qu'il soit pas autant perturbé que s'il sortait d'un aileron. Plutôt cool pour la voiture de derrière. En revanche, les 2 petits ailerons perturbent quand même pas mal le sillage de la voiture, surtout sur les côtés. Plutôt logique. Alors a priori, le combo pneu plus aileron arrière juste au-dessus va générer beaucoup de turbulences de l'ordre d'un petit diffuseur des années 2005. C'était assez étroit et ça envoyait l'air vraiment assez haut. Bref, c'est pas top pour la voiture de derrière. En tout cas là, t'as 2 sillages sur les côtés. Le problème qu'on a, c'est que l'air qui passe sur la partie centrale se fait ralentir pour la voiture de derrière. Un peu comme quand tu te mets à couvert pour éviter le vent. Bon là c'est un petit peu pareil, donc plutôt cool pour le phénomène d'aspiration. En revanche, l'aileron avant de la voiture qui suit va être moins efficace. Là aussi, logique, pas de souci. Et surtout, et c'est le plus gros problème, la voiture qui suit va être bien moins nourrie en air sous le fond plat. Finalement, on se retrouve avec des chiffres qui sont similaires à ce que les F1 de l'époque généraient en termes de perte d'appui aérodynamique et de traînée. On n'a pas résolu le problème. Là aussi, je rentre pas trop dans les chiffres par rapport à ce que l'on a vécu entre la réglementation fin 2021 et début 2022. Les chiffres sont pas pris aux mêmes endroits en termes de distance entre les voitures. Donc, faut faire attention avec ça pour éviter d'aller dans un contresens. Plus t'es loin, plus les chiffres vont être différents, et plus t'es proche, plus les chiffres vont être là aussi différents. Donc, voilà. On peut pas vraiment comparer les chiffres entre 2021-2022 et 2005-2008 entre guillemets. Donc non, l'aile CDG, ça ne fonctionne pas. Une fois présenté au public quelques jours après le Grand Prix de Chine 2005, le travail a commencé. Et au fur et à mesure, jusqu'au passage en soufflerie, tout le monde perdait petit à petit foi dans ce design. L'équipe de Jean-Claude Migeot en a conclu que c'était bancal, déficient quoi. Et donc, à l'automne 2006, on n'a toujours pas de réglementation pour 2008. Le temps commence un petit peu à presser, et je dirais même pire, on n'a plus une seule idée pour pondre un nouveau règlement technique. Et donc, le président de la FIA de l'époque, Max Mosley, a accordé au Technical Working Group, le groupe de travail technique qui s'occupait justement de bosser sur une nouvelle réglementation, de trouver une autre solution et donc de repousser son introduction à 2009. Du coup, tous les directeurs techniques d'écurie se sont pointés, ils se sont assis, ils ont discuté et finalement on a créé avec les 3 meilleures équipes de l'époque, Ferrari, Renault et McLaren, un Overtaking Working Group, donc le groupe de travail des dépassements. Ce groupe, qui a été mené par Pat Simons, qui d'ailleurs a bossé sur la réglementation 2022, Rory Barnes et Padillo, se sont fixés du coup des objectifs de chiffres à atteindre pour le bien de tout le monde, et quelques mois plus tard, fin 2007, boum, ça y est, on avait notre nouvelle réglementation pour 2009, et la fameuse apparition des petits ailerons à l'arrière bien hauts, et des grands ramasse-miettes à l'avant. Voilà. C'est comme ça que les ailerons avant étaient, quoi. Maintenant on s'est habitué, mais ça faisait bizarre. Alors même si dans le processus il y a aussi une belle histoire à raconter, notamment avec le double diffuseur, toutes les équipes se sont mises d'accord et la F1 est allée de l'avant, proposant une des réglementations qui a donné beaucoup de spectacles en ce début des années 2010, même si en 2011 et 2013, Vettel a littéralement pissé sur la discipline, on a eu un spectacle en piste énorme.
Un problème de spectacle dont les équipes se souciaient peu a déclenché un groupe de travail à la FIA qui est venu avec une idée un petit peu saugrenue, qui a été testée et s'est avouée assez mauvaise pour que 3 des plus brillants directeurs techniques de l'époque s'associent ensemble pour créer une des réglementations qui nous a le plus régalé dernièrement. Au final, la réglementation de 2022 de Formule 1 a été faite beaucoup plus sérieusement, a mis plus de temps aussi à être faite, et elle a demandé plus de 30 designs, je crois, différents et des itérations en soufflerie, en CFD, etc. Et malgré que Mercedes a pris la tête de absolument tout le monde l'année dernière avec un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre, le spectacle en piste, il est au rendez-vous. Alors oui, bien évidemment, ça pourrait être mieux, mais quand on voit régulièrement des batailles roue contre roue sur plusieurs tours, comme entre Perez et Sainz en Autriche, ou Hamilton et Norris, par exemple, à Silverstone dernièrement, dites-vous qu'en 2005, ça durait à peine un virage, et au mieux, c'était 2 voitures qui suivaient où finalement, on n'avait pas un dépassement, mais peut-être du suspense. Bref, sacré effet inverse.